Le monde rend hommage à un monument du rock. David Bowie, l'icône britannique, a été emporté par un cancer à l'âge de 69 ans. Son génie est salué à travers le monde. Bernard Cazeneuve dénonce une révoltante agression antisémite à Marseille. Un mineur a attaqué avec une machette un enseignant de confession juive. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme a été ouverte. Sans adversaire aux primaires, Netanyahou reste chef du Likoud en Israël. Il pourra donc être candidat à sa propre succession aux prochaines législatives dans le pays. « 30 minutes pour faire le tour de l'actu. Vous êtes sur E24 News. Bienvenue à vous. Direction Londres tout d'abord et ces images de Brixton, quartier natal de David Bowie, le monument du rock disparu à l'âge de 69 ans. Encore sous le choc, des fans sont venus lui rendre hommage. C'est tellement une source d'inspiration. La culture dans laquelle j'ai grandi doit tout à David Bowie. Il a tellement inspiré de gens à tel point que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas qui aurait pu le remplacer. Pour moi, ça a vraiment été un choc. Je savais qu'il souffrait d'un cancer, mais je ne pensais pas qu'il nous quitterait si tôt. Mais apparemment, il y a eu pas mal d'indices depuis la sortie de son dernier album, comme quoi il n'allait pas très bien, donc... Le nombre de gens qu'il a influencé est énorme, ça se voit vraiment partout, mais je ne pense pas qu'on aura quelqu'un d'autre comme lui un jour. Hommage également des professionnels du milieu. Philippe Manœuvre, rédacteur en chef du magazine Rock & Folk, salue le chanteur le plus important du XXe siècle. D'habitude, des créateurs comme ça, le grand public ne connaît pas leur nom. Or là, David Bowie, c'est une marque, c'est quelqu'un qui a séduit toute la planète. Au Japon, aujourd'hui, ça va être deuil national. En Australie, David Bowie, c'était aussi colossal qu'en France. David Bowie, c'est un peu la même adulation mystique que Greta Garbo. Il est trop beau, il est trop parfait, il est trop sublime. Il écrit les bonnes chansons, il nous interpelle, il dit des choses brillantissimes en interview. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est un personnage, un créateur. Beaucoup de gens voient en lui le chanteur le plus important du XXe siècle. Oui, sa disparition, elle signe la fin d'une époque, mais David Bowie, sa superstarisation ne fait que commencer aujourd'hui. C'est là que ça va se déplier et c'est là qu'on va voir ce qu'on va voir. Et il faut le dire, l'annonce a surpris le monde entier car la star avait réussi à tenir quasiment secrète sa longue maladie avant l'annonce de son décès. Sur sa page officielle Twitter, Sandy Fortis nous en dit plus. Il venait de souffler ses 69 bougies après avoir lutté pendant plus de 18 mois contre un cancer. David Bowie s'est éteint dans son sommeil dans la nuit de dimanche à lundi, entouré de ses proches. C'est sur les réseaux sociaux que ses fans apprenaient la triste nouvelle. Son dernier album, Black Star, sera donc son dernier. David Bowie avait sorti vendredi son 25e album, le jour de son anniversaire. Un album qui signait un comeback réussi selon la critique. Le chanteur se réinventait de nouveau en oscillant entre jazz expérimental et new wave. Né David Robert Jones, David Bowie était à la fois chanteur, compositeur, producteur de musique et même acteur. Une carrière qui durait depuis plus de 40 ans. Elle débute à la fin des années 60. Bowie est alors un chanteur folk un peu banal. Il se fait toutefois remarquer en 1969 quand la BBC choisit d'accompagner le premier pas sur la Lune de son titre Space Oddity, une chanson qui entrera dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni. Nouveau gros coup en 1970, il joue la provoque en posant en robe longue sur la pochette de son nouvel album The Man Who Sold the World. Mais ce n'est qu'en 1972 que l'artiste devient réellement une star grâce à son alter ego décadent, Ziggy Stardust. C'est là qu'il impose un glam rock sophistiqué et apocalyptique. Rock, funk, électro, garage rock, artiste caméléon, la longue carrière de David Bowie a été marquée par ses changements de style, une réinvention permanente de son personnage et de ses approches musicales. Génie créateur mais surtout novateur, le style Bowie a influencé plusieurs générations de chanteurs. En 2004, le magazine Rolling Stone le plaçait en 39e position de son top 100 des meilleurs artistes de tous les temps.
Il s'est produit sur les scènes du monde entier, y compris en Israël. C'était en 1996. Je suis très heureux de pouvoir chanter nos chansons ici. Ce sera un spectacle fabuleux. Des nouvelles chansons, des anciennes, tout. Ce sera génial. Depuis le début de sa carrière, le chanteur britannique a vendu plus de 140 millions d'albums dans le monde, un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochains jours. Et à la une de l'actualité également, un professeur juif attaqué à la machette en pleine rue. Ça s'est passé ce matin à Marseille. Un mineur a blessé légèrement un professeur qui portait une kippa avant d'être interpellé par la police. Bernard Cazeneuve a condamné une révoltante agression antisémite. Une enquête pour tentative d'assassinat et apologie du terrorisme a été ouverte. Le président du CRIF régional a réagi aux informations selon lesquelles l'adolescent serait déséquilibré. C'est pas un jeune homme dérangé, c'est pas un jeune homme handicapé, c'est un jeune homme qui est un bon élève, est un bon élément et qui ce matin, pour quelle raison, sort avec une machette pour venir frapper on ne sait qui. Cet enseignant juif était très remarquable puisqu'il avait sa kippa bien entendu et un livre. Ce livre d'ailleurs qui lui a sauvé la vie, il a protégé, ce sont des grands livres comme ça d'études, il s'est protégé avec ce livre et c'est le livre qui a reçu le coup de machette. Suite à ça, il a pris peur, il s'est sauvé parce que d'autres personnes se sont interposé et surtout il y a un garçon en mobilette qui l'a suivi dans sa course. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, l'ancien Premier ministre et pilier de la droite israélienne Ariel Sharon s'éteignait le 11 janvier 2014 après 8 ans plongé dans le coma de Faucon à Colombe-de-la-Paix. Jonathan Serrault revient sur son parcours atypique. Fils de juifs russes immigrés en Palestine mandataire en 1922, Ariel Schenerman, de son vrai nom, s'engage à 14 ans dans le Haganah, l'organisation juive d'autodéfense. Fort de ses succès militaires lors des guerres des 6 jours et de Kippour, Ariel Sharon se lance en 1972 en politique en tant que député du Likoud fraîchement créé. La défense de la patrie chevillée au corps, il accepte le poste de conseiller spécial à la sécurité offert par le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, pourtant adversaire travailliste. Il revient toutefois au Likoud en 1977 avant de le quitter à nouveau en 2005 pour fonder son propre parti, Kadima. Le nom d'Ariel Sharon est associé dans les années 80 à l'installation juive en Judée-Samarie, au ministère de la Défense et au premier conflit libanais. Le stratège promet une guerre éclair et la fin du problème palestinien. Au contraire, Israël s'enlise dans le conflit. La date du 16 septembre 1982 reste comme une tache indélébile dans la carrière de Sharon. Elle correspond à la bataille de Sabra et Shatila. Plusieurs centaines de Palestiniens sont tués par les forces des milices chrétiennes. Une commission d'enquête conclut à la complicité et à la responsabilité du ministre. Il démissionne. Ariel Sharon enchaîne ensuite les portefeuilles ministériels dans les années 90. Il reprend la tête du Likoud en 1999 suite à la démission de Benyamin Netanyahou. L'année 2000 va marquer un tournant dans son histoire avec le pays. Sa visite sur l'esplanade du Mont du Temple est contestée. Pour beaucoup d'observateurs internationaux, elle constitue le déclenchement de la seconde intifada. Pourtant, le 6 février 2001, Ariel Sharon est élu Premier ministre. Le Faucon se mue alors en Colombe. Des pourparlers de paix sont menés avec Mahmoud Abbas, le successeur de Yasser Arafat. En août 2005, il décide de l'évacuation des localités juives présentes dans la bande de Gaza. À la fin de cette année 2005, 2 attaques cérébrales terrassent le vieux lion de la ferme des Sycomores. Ariel Sharon, 77 ans, est plongé dans un coma profond. L'ancien chef du gouvernement est maintenu dans un état végétatif pendant 8 ans. Il meurt le 11 janvier 2014 à l'hôpital Tal HaShomer de Ramat Gan. Toujours en Israël, on en vient à cet acte de vandalisme. Des dizaines de tombes profanées dans le cimetière chrétien de Beth Jamal. C'est non loin de la ville de Beth Shemesh à l'ouest de Jérusalem. Le patriarcat latin appelle les autorités israéliennes à traduire les coupables en justice. Sur place, le point de Maël Benoliel. Oui, nous sommes ici à Beth Jamal, tout près de Beth Shemesh, à environ une trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Alors, dans ces collines de Judée vit une petite communauté de religieux chrétiens, composée principalement de moines et de bonnes sœurs. Il y a dans cet ancien village arabe 2 couvents, un monastère ouvert au public, mais aussi un petit cimetière. Et c'est donc ce dernier qui a été vandalisé par des inconnus un peu avant Noël et les fêtes de fin d'année. 6 des 24 stèles présentes ici ont été littéralement détruites.
Aucun slogan antichrétien n'a été retrouvé, mais il ne fait pas de doute, il s'agit là d'un acte criminel à caractère raciste, car en 2013 déjà, cet endroit touristique dans lequel beaucoup de pèlerins convergent, mais aussi beaucoup d'Israéliens qui viennent pique-niquer et profiter du paysage durant les week-ends, avait été visé par un cocktail Molotov. Une enquête avait alors été ouverte sans que les résultats de celle-ci ne puissent déboucher sur l'arrestation de coupables. Cette fois encore, une plainte a été déposée au commissariat de Beth Shemesh. Une enquête est en cours. C'est désormais officiel, le Mexique a formellement entamé la procédure d'extradition vers les États-Unis du baron de la drogue, El Chapo. Les États-Unis veulent juger le chef du cartel de Sinaloa. Il a été arrêté vendredi après une évasion spectaculaire en juillet et plusieurs mois de cavale. On revient sur les faits, c'est avec Lise Barenbaum. Le très puissant baron de la drogue mexicain a été arrêté vendredi matin après plus de 6 mois de surveillance intensive par les services de renseignement. Aujourd'hui, les forces fédérales ont réussi à capturer Joaquim Guzmán Loera, le fugitif le plus recherché au monde. Une arrestation à l'image de la vie du trafiquant, poursuite dans les canalisations et affrontements sanglants entre les forces de police et ses hommes. Parmi les éléments qui ont permis son arrestation, sa rencontre avec Sean Penn pour une interview pour le magazine Rolling Stone, affirme un officiel mexicain. L'acteur s'était rendu en octobre dans une forêt mexicaine pour y rencontrer El Chapo. Le trafiquant aurait également baissé sa garde et aurait contacté des personnalités de l'industrie du cinéma. Une découverte importante nous a permis de le trouver. Guzmán Loera avait l'intention de tourner un film biographique et a donc contacté des actrices et des producteurs, ce qui a donné une nouvelle piste dans l'enquête. Un parcours qui a en effet de quoi inspirer les superproductions américaines. D'abord simple cultivateur de marijuana, il monte graduellement les échelons du cartel et devient l'un des hommes les plus riches de la planète. Il alimente le monde entier en cocaïne, amphétamine, héroïne et marijuana. Il s'était notamment échappé de façon extraordinaire de la prison de haute sécurité dans laquelle il était interné en 2014 par un tunnel qu'il avait fait construire sous ses toilettes. La justice mexicaine a annoncé que le processus d'extradition du trafiquant vers les États-Unis a commencé grâce aux démarches d'Interpol au Mexique. 2 mandats d'arrêt ont été déposés à la prison d'Altiplano où Guzmán est actuellement détenu. Le scandale sexuel prend de l'ampleur à Cologne. Les autorités allemandes sont désormais formelles. La quasi-totalité des suspects des violences de la nuit du Nouvel An étaient d'origine étrangère. Des autorités qui mettent en garde toutefois contre toute stigmatisation alors que des étrangers ont déjà été agressés dans la ville. On voit ça avec Julia Ganancia. La quasi-totalité des suspects sont d'origine étrangère. C'est ce que révèlent ce lundi les autorités allemandes. 14 des 19 suspects identifiés à ce jour sont originaires du Maroc et d'Algérie. 4 d'entre eux ont été placés en détention provisoire suite aux agressions qui se sont déroulées dans la nuit du 31 décembre. Pour le ministre de la Justice, ces violences seraient vraisemblablement coordonnées et planifiées. Quand une telle horde se rassemble pour enfreindre la loi, cela paraît sous une forme ou une autre planifiée. Personne ne me fera croire que cela n'a pas été coordonné ou préparé. S'agissant du déroulement de la soirée, ce sont près d'1 millier d'hommes d'origine arabe et d'Afrique du Nord qui se seraient rassemblés la nuit de la Saint-Sylvestre devant la gare de Cologne. Selon la police, des heurts éclatent, des agressions notamment sexuelles sont commises avant que la place ne soit évacuée. La foule s'y rassemble de nouveau et de nouvelles violences sont perpétrées. Face à ces révélations, Angela Merkel promet la plus grande fermeté. Le droit à un titre de séjour à une procédure de demande d'asile peut être perdu quand des condamnations ont été prononcées, qu'il s'agisse de sursis ou d'emprisonnement. C'est dans l'intérêt des Allemands, mais aussi dans celui de la grande majorité des réfugiés qui sont arrivés chez nous. Et c'est très important. À ce stade de l'enquête, rien n'établit la culpabilité des réfugiés, mais les événements de Cologne instillent la méfiance dans l'opinion publique. Dans la nuit de dimanche à lundi, 6 Pakistanais et un Syrien ont ainsi été violemment agressés par des inconnus. Les 2 incidents impliquent au total une vingtaine de personnes. 2 Pakistanais ont été hospitalisés. Bienvenue si vous nous rejoignez sur i24 News, à suivre dans ce journal. Le règne de Netanyahou à la tête du Likoud se poursuit. Faute d'adversaire, il remporte d'office les primaires de son parti.
Et quand WhatsApp se met à l'heure de la sécurité, journalistes et professionnels échangent dans des groupes dédiés à cet effet. Ça se passe toujours en Israël. On a mené l'enquête. L'image est historique. Cristina d'Espagne, sœur du roi, sur le banc des accusés. Pour la première fois, un membre de la famille royale espagnole comparé dans une vaste affaire de corruption. Et je vous le disais, Benyamin Netanyahou reste à la tête du Likoud, car le dépôt des candidatures pour la désignation du chef du grand parti de la droite en Israël s'est achevé sans qu'un adversaire ne se présente face au Premier ministre pour les primaires qui doivent se tenir le 23 février. On en parle avec vous, Dror Ben Sapir. Bonjour. Concrètement, des primaires avec un seul candidat, ça donne quoi? Alors, vous savez, les instances de Likoud auraient pu décider qu'étant donné le fait qu'il n'y a qu'un seul candidat, eh bien, il n'y a pas besoin d'organiser des élections primaires et donc Netanyahou aurait été élu d'office, mais il y aurait probablement eu dans ce cas-là des problèmes d'ordre juridique. Ce qui fait que le Likoud a décidé d'organiser malgré tout des élections primaires. Et le mois prochain, le 23 février, pour être plus précis, eh bien, les quelques 100 000 membres du Likoud auront le choix entre un bulletin Benyamin Netanyahou et un bulletin blanc. Alors comment vous expliquez ce phénomène qu'aucun adversaire ne s'aventure finalement à faire face à Benyamin Netanyahou? Il y a deux types d'explications possibles, Daniel. Le premier, ce sont des explications d'ordre conjoncturel. Les primaires ont été avancées sous décision de Benyamin Netanyahou. Elles auront lieu donc le 23 février, ce qui a un petit peu pris de court en fait les autres candidats potentiels. Initialement, les primaires auraient dû avoir lieu 6 mois avant les élections générales, avant les élections à la Knesset. Et puis, il y a des explications peut-être plus structurelles. Benyamin Netanyahou, depuis qu'il a eu accès aux plus hautes fonctions en Israël, a fait un petit peu le vide autour de lui. Il n'a pas laissé se développer d'autres leaders potentiels, d'autres dauphins, ce qui prouve qu'il voit loin. Il est sur le point, Netanyahou, de battre les records de longévité au poste de Premier ministre en Israël, mais apparemment il ne s'en contente pas et ses relations avec les autres leaders potentiels de son parti ont été des plus conflictuelles. Et ça peut le desservir à long terme? Ça peut le desservir déjà à court terme, parce que imaginons, vous savez, s'il y a un seul candidat, eh bien, il y a peu de mobilisation, peu de volonté pour aller se déplacer et pour aller voter, parce qu'il y a peu d'enjeux. Donc Netanyahou risque d'être élu, il sera le prochain candidat, prochain président de Likoud, c'est certain, mais il risque d'être mal élu, et là il y aura un vrai problème de légitimité, surtout s'il ignore le fait que au sein de Likoud il y a des tendances qui sont mécontentes de son action à la tête de l'État. Merci pour ce décryptage, Dror Ben Sapir. On va rester en Israël, où les réseaux sociaux se mettent au service de la sécurité intérieure. Un groupe de messagerie spécialement dédié à la diffusion d'informations qui sont liées à des enquêtes en cours réunit journalistes et professionnels de la sécurité. C'est un reportage signé Mathias Inbar. L'information en temps réel, mais non destinée au grand public. Bienvenue sur le groupe WhatsApp Bitachon Sadeh, littéralement information sécuritaire, fondé il y a 4 ans. Car ici, il n'est question que de sécurité, 24 heures sur 24. Les membres du groupe, des journalistes spécialisés, des policiers, des militaires et des ex- et actuels agents du Shabak, les services secrets intérieurs. Le responsable du groupe a accepté de nous parler. Pour des raisons de sécurité, il préfère rester anonyme. Nous ne publions aucune information qui porte atteinte aux forces de sécurité. C'est notre première condition. Nous vérifions scrupuleusement toutes les personnes candidates à rejoindre notre groupe. Je précise toutefois qu'aucune information n'est secrète. Elle vise à être traitée immédiatement, soit par des journalistes, soit par des forces sur le terrain. Si le projet résulte d'une initiative privée, il y a selon lui comme un accord tacite entre son groupe et les services de sécurité israéliens. On est alors témoin d'une discussion rare, privée, entre 2 membres de son groupe. Ils informent et guident en direct des soldats en opération la veille, à Bethléem. הצעירים באזור עוקבים אחרי הכוחות, מנסים לפגוע בהם. נא להעביר לכוחות בשטח. זה דוחה, כי הם עוקבים אחרי רכב, איך שהם קוראים לו בן, הם מבקשים לדעת את המיקום שלו וכל הדברים עליו, כדי לעקוב. בהמשך לרכב שעוקבים אחריו, הם מבקשים בחור שגר ליד המסגד. לשלוח בחור בשם דורי לבדוק. Alors qu'un vif débat a lieu dans la société israélienne sur le sérieux des informations véhiculées sur ces groupes WhatsApp, notre témoin l'assure, son groupe a des règles bien précises, une seule erreur et le responsable est retiré. Il nous montre le type de menace qu'il peut déceler.
Voilà, ça se passe maintenant. Je viens d'être alerté. Un Palestinien a posté sur sa page Facebook qu'il souhaite mourir en martyr et souhaite attaquer dans la région de Beth Shemesh. Je l'envoie sur le groupe WhatsApp et je l'envoie en parallèle aux forces de sécurité qui vont traiter l'information. Totalement bénévole, il dit agir par pur civisme et souci d'assurer la sécurité de son pays. Pour lui, après la presse écrite, la radio, la télévision et Internet, son groupe est une vraie source d'information. La question est de savoir jusqu'à quel point ce modèle n'entrave pas l'autocensure qui existe en Israël. Et puis l'information vient de tomber du nouveau dans l'enquête sur l'agression antisémite de ce matin à Marseille. On en sait plus sur le profil de l'agresseur. Il est de nationalité turque, pas d'antécédent judiciaire, mais surtout, il dit avoir agi au nom d'Allah et de l'État islamique. C'est ce que vient d'annoncer le procureur de Marseille. Je vous rappelle les faits. Un professeur juif a été attaqué à la machette en pleine rue ce matin à Marseille. Et c'est un mineur donc qui l'a blessé. On en sait plus sur son identité. On en vient à l'actualité économique en France alors que Hollande doit présenter son plan pour l'emploi. Manuel Valls a reçu à Matignon des organisations syndicales. Elles sont sceptiques sur les futures mesures. On écoute Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT. Depuis que Gattaz est élu au MEDEF, tous les 6 mois, il nous repropose la même chose. Donc moi, je ne sais pas si le gouvernement va entendre le MEDEF. Je trouve qu'il l'écoute déjà beaucoup. Nous avons insisté sur le besoin de formation tout au long de la vie parce que, notamment pour les seniors, ce qu'on appelle les seniors, qui est le nombre de privés d'emploi qui a le plus augmenté l'année dernière, on atteint presque les 10% d'augmentation. Bien souvent, c'est parce qu'il y a eu un manque de formation tout au long de la carrière qu'ils se retrouvent très dépourvus pour retrouver du boulot. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'Espagne. Un membre de la famille royale sur le banc des accusés. Cristina, la sœur du roi, comparée devant la justice dans une vaste affaire de corruption. On voit ça avec Léa Berdugo. L'air grave et déterminé, l'infante Cristina se dirige vers la cour. La sœur du roi est accusée d'avoir dissimulé au fisc des revenus issus de détournements de fonds imputés à son mari. Assise au dernier rang des accusés, elle écoute son réquisitoire. Cristina Federica de Bourbon et de Grèce est accusée de fraude fiscale. Elle risque une peine de 4 ans de prison et une amende d'1 092 €, soit 6 fois le montant de la fraude. Elle perd également toute prétention à des aides de l'État et le droit de profiter de la sécurité sociale et fiscale pendant 6 ans. Le mari de la princesse, Iñaki Urdangarin, aurait détourné plus de 6 millions d'euros. Il est jugé aux côtés de sa femme et de 16 autres personnes. L'ancien athlète dirigeait au moment des faits l'Institut Nous, une organisation à but non lucratif pour la promotion du sport et du tourisme. Il est accusé d'avoir utilisé sa position de gendre du roi pour obtenir de juteux contrats et surfacturer les prestations de l'Institut. Urdangarin risque jusqu'à 19 ans de prison. Mais la défense de l'infante Cristina est claire, elle ne savait rien. Dans ce procès, seule une association d'extrême droite représente l'accusation publique. La défense de la princesse joue là-dessus. Avec cet argument, Cristina ne peut pas être jugée pour fraude fiscale puisque ni le parquet ni le Trésor public n'ont engagé de poursuite. Ce procès inédit qui doit durer 6 mois tient en haleine les Espagnols depuis plusieurs années. Certains en profitent pour afficher leur opposition à la royauté. Ici, je suis en faveur d'une république. Je ne suis pas en accord avec la monarchie car cette institution coûte de l'argent aux contribuables. Il y a d'autres pays qui ne sont pas des monarchies et les gens vivent très bien. Ce scandale de corruption n'est pas le premier qui éclabousse le pouvoir espagnol. Le Parti populaire de Mariano Rajoy et les nationalistes catalans ont notamment été impliqués dans des affaires qui ont secoué le pays. Allez, on va parler cinéma. C'est parti pour la saison des prix hollywoodiens. Le coup d'envoi a été donné hier avec la 73e cérémonie des Golden Globes à Beverly Hills. Et c'est Le Revenant qui a triomphé en remportant 3 prix. Meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. On va l'écouter, ainsi que Kate Winslet qui a été récompensée meilleur second rôle féminin. Je veux partager ce prix avec tous les Amérindiens représentés dans ce film et avec toutes les communautés indigènes à travers le monde. Tant que l'on reconnaisse notre histoire et que l'on protège les terres des indigènes, des grandes entreprises et de ceux qui veulent les exploiter.
Il était grand temps que l'on entende votre voix et que l'on préserve cette planète pour les générations futures. Merci beaucoup. Ok, désolé, juste une minute. Merci beaucoup à la Hollywood Foreign Press. C'est vraiment en train de se passer. Ok, c'est vraiment en train de se passer. Ok, je veux juste d'abord dire à quel point cette année a été incroyable pour les femmes dans le cinéma. Enfin, dans ces catégories qui sont tellement remplies de femmes et à la fois de talents incroyables et d'intégrité. Je suis plus fière que jamais cette année d'en faire partie, vraiment. Et puis l'image du jour, la voici, place de la République, cette banderole déployée, Fluctuat nec mergitur, c'est bien sûr la devise de Paris. Paris est battu par des flots, mais ne coule pas. C'est le message qui est adressé donc face au terrorisme lors de ces commémorations hier, place de la République, après une semaine de commémoration des attentats de l'année 2015. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue. Elle concerne la progression de l'enquête concernant l'agression antisémite de ce matin à Marseille. On apprend que l'auteur de l'attaque qui a attaqué à la machette, donc un professeur juif, était d'origine turque, pas d'antécédent judiciaire. Il n'était pas connu des services de renseignement. Il a agi au nom d'Allah et de l'État islamique. C'est ce qu'affirme le procureur. Plus de détails à venir dans nos prochaines éditions. Reste avec nous.